Écoutez, je crois que le décor est planté. Hein, la scénette l'a montré. Les personnes en situation de handicap peuvent être de bons comédiens, peuvent avoir des idées. Elles ont donc tout pour réussir en politique, puisqu'il paraît qu'il faut être bon comédien et avoir des idées pour cela. C'est deux atouts importants. Pour autant, elles ont du mal à se faire accepter parce que le regard de la société a encore du mal à évoluer et demeure un frein à la reconnaissance des personnes en situation de handicap, à la reconnaissance de leurs droits. Et c'est pour ça qu'il nous a paru important, dans le cadre de l'élaboration du programme de la journée, de valoriser les talents des personnes en situation de handicap à travers le témoignage autour de cette table ronde sur les personnes en situation de handicap, richesse et talents. Et pour venir en échanger et recueillir les témoignages, j'invite à me rejoindre Monsieur Pascal Duquesne, artiste, comédien, sportif multimédaillé, Gilles Berser qui est son agent, Éric Lezin, travailleur des AT à l'APEI Nord-Mayenne, Monsieur Jean-Luc Simon, qui a été travailleur social, qui maintenant est formateur sur les questions notamment de pérédance, et Madame Tilly, administratrice du Coxy Bleu, adhérente à Autisme Mayenne et mère d'un adulte de 20 ans. Allez-y, ne soyez pas timide, hein, vous pouvez monter. Je vais peut-être commencer par la personne qui est venue le plus loin de la Belgique pour venir témoigner. Monsieur Serre, je crois que vous aviez un petit message à délivrer en introduction. Je vous laisse le délivrer. Sinon, je... Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous en dire plus sur Pascal Duquesne. Pascal est né le 8 août 1970 à Vilvoorde. Il est connu du grand public pour son interprétation de Georges dans le film 8e jour de Jacob van der Maal, pour lequel il a obtenu avec Daniel Auteuil, Paris, le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1996. Pascal n'est pas seulement un acteur instinctif, il est nanti de nombreux talents, dont la gravure de monotype réalisée au CREAM, Créativité pour handicapés mentaux. Début des années 2000, dans le domaine des arts graphiques, il fait de la peinture et de la gravure monotype. Depuis 2012, il s'essaie à d'autres techniques telles que le pastel et les feutres. À ce jour, il a exposé avec succès dans plusieurs villes en France, dont Paris, puis en Suisse, à Genève et Lausanne, et bien sûr, X fois à Bruxelles. À côté de cela, il est un excellent batteur et se produit régulièrement avec son équipe musicale, le 8e groupe. Il a également fait de la danse d'expression corporelle, quelques pièces de théâtre avec son centre de jour Les Platanes et 2 tournées théâtre de 3 mois avec Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française. 75 spectacles de la pièce Soutien sur tous les fronts, texte de Christophe Tacos, mise en scène de Roland Auger, ont remporté un succès indéniable dans une trentaine de villes en France, en Suisse et en Belgique. Il s'est également produit au Festival Off d'Avignon et lors des festivités à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. En mars 2020, il participera à 2 pièces théâtre à Bruxelles, une avec le CREAM et l'autre avec une troupe d'amateurs, la nommée Troupe Cyrano. Également sportif, il a participé depuis l'âge de 10 ans aux Special Olympics Belgique et aux internationaux où il a remporté plusieurs prix. Environ 150 médailles, or, argent et bronze, en natation individuelle et en relais. Enfin, à côté de cela, il est un des porte-drapeaux des personnes différentes en étant parrain de plusieurs associations, participant avec enthousiasme aux colloques et conférences. Ce parcours exceptionnel, Pascal le doit tout d'abord à son beau-père, alias Papy, et à sa maman Huguette, mais aussi à sa combativité, sa curiosité, son désir d'apprendre, un touche-à-tout qui fait sa différence, sa force et un exemple pour tous. Comment Pascal est arrivé là? C'est un très long cheminement, avec beaucoup de patience, qui date depuis 35 ans. Permettez-moi de vous lire l'hommage de la maman de Pascal Duquesne adressé à Luc Boulanger, fondateur des CREAM de Liège et Bruxelles. Le CREAM signifiant Créativité handicapés mentaux,
hommage pour l'ouverture d'un musée à Liège à des fins d'exposition d'œuvres des personnes en situation de handicap. Mon fils Pascal Duquesne, enfant trisomique, intégra les ateliers du Créam en 1985. Il avait 15 ans. À cette période, il était encore à la Clairière, école spéciale pour les personnes différentes, appelée handicapés mentaux. L'école donna la possibilité à certains jeunes d'aller à l'extérieur, au Créam. Ces ateliers avaient été créés par Luc Boulanger, artiste peintre diplômé de l'école des Beaux-Arts de Liège. Après avoir fondé le Créam Liège en 1979, il mit en place les ateliers de créativité à Bruxelles en 1981. Il a également fait de la même en France, Créam Provence. Hélas, après quelque temps, il a été fermé, non pour manque d'artistes, mais à cause de subventions non allouées. Et c'est très dommage pour la France. Les enfants de la Clairière, qui intégrèrent le Créam Bruxelles à cette époque, étaient tous trisomiques et copains de Pascal. Il les connaissait depuis l'âge de 7 ans. Entre parents de ces enfants, on devint vite des amis. On faisait plus amplement connaissance de Luc grâce aux réunions qu'il organisait pour les parents, dont les enfants faisaient du théâtre et avec des animatrices, toutes deux créatrices de spectacles. Luc Boulanger repérait les artistes en herbe. Il valorisait la personne différente en canalisant leur gigantesque pouvoir d'expression, que ce soit par le théâtre, la danse et les arts plastiques. L'apprentissage artistique au plus haut niveau offre à la personne différente, que la société appelle, je le répète, handicapés mentaux, un véritable soupape, un appel d'air fabuleux comme moyen d'expression. La démarche vers le grand public est tout à fait primordiale. C'est dans ce but que le Créam a placé la barre très haut quant à la sélection des artistes en situation de handicap. Multiples expositions nationales et internationales, des tournées et créations, théâtres en Belgique, France, Italie, Danemark, Pays-Bas, etc., ont mené ces artistes à la rencontre du public. La personne en situation de handicap mental acquiert par ces événements publics une véritable utilité directe. Elle n'est plus la personne qu'on cache et qu'il faut bien occuper, elle est une artiste à part entière. C'est Luc Boulanger et ses animatrices qui ont reconnu Pascal Duquesne, mon fils, comme artiste. Pascal, qui a actuellement 49 ans, en veut toujours de plus en plus dans son apprentissage, que ce soit en théâtre, musique, peinture, gravure ou en sport. Merci Luc, merci Jaco Van Dormael, réalisateur cinématographique, entre autres du 8e jour, et metteur en scène théâtre, et un spécial olympique que Pascal ait pu s'épanouir, s'affirmer. Enfin, après toutes ces années, un rêve se réalise. Une reconnaissance en inaugurant le nouveau musée du Créam au Parc d'Arvois à Liège. Plus de 2000 m² d'exposition continueront à valoriser la personne différente et surtout montrer leur capacité artistique. Tous mes remerciements, Luc, et le Créam continue ton projet réalisé à vivre. Huguette Van de Putte, maman de Pascal Duquesne, Bruxelles, le 18 octobre 2019. Monsieur Duquesne, on le voit, vous avez été bien entouré pour faire une telle carrière. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? Pour moi, c'est. Pour moi, c'est. Avec des autres pour l'aider pour les autres jeunes comme moi. Pour moi, c'est. Je voulais pour l'aider pour les autres, des jeunes, ça n'a pas marché. Sortir la langue en mangeant. Ça va grossir. C'est pour ça que pour moi, je vais être se réveiller. Pour les autres, tout le monde va être différent. Votre volonté et tout ce que vous avez accompli, c'est aussi pour aider les autres personnes en situation de handicap et servir d'exemple. Ça a été une de vos sources de motivation. Oui, oui. C'est important comme message. Et les barrières et difficultés, vous avez rencontré des problèmes dans le regard de certaines personnes ou autres? Je vais répondre à sa place. Je laisse faire, quand je réponds à sa place. En fait, il n'a pas vraiment rencontré beaucoup de difficultés. Il a eu la chance, comme dit sa maman, dans le livre qu'on a écrit, et il a eu toutes des petites pierres de sa vie qui l'ont aidé. D'abord, il a rencontré son frère qui lui a appris à nager, qui lui a appris à prendre les transports en commun.
Son papy qui lui a appris à courir parce que bon, il s'essoufflait beaucoup, il a fait quand même 25, il était 25 fois à l'hôpital pour ses problèmes de poumons, pour lui expliquer pour la langue. Ensuite, il a rencontré Luc Boulanger, les deux personnes qui étaient au CRIAM. Tous ces gens-là ont voulu l'accompagner. Et puis là, maintenant, c'est moi qui ai pris la relève. Donc voilà, on fait un chemin. Et en fait, Pascal, il pourrait donner l'exemple à des personnes dites normales. Il est beaucoup plus altruiste que certaines personnes. Il est conscient qu'il a été vraiment beaucoup aidé, qu'il a eu beaucoup de chance. Et là, et maintenant, il est là pour aider les autres personnes. Voilà. Et vous êtes appelé par des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap ou autres pour venir témoigner, un peu comme vous le faites aujourd'hui, mais directement? Parfois, pour moi, je fais le parrainage. C'est pour ça. Vous faites beaucoup de parrainage? D'accord. Oui, on est, je crois, à peu près 12 fois par année partis. L'API, là maintenant on doit aller à Sarreguemines pour le Festival international film sur le handicap. On descend à Nice pour l'intégration justement des enfants dans les écoles, pour qu'ils soient intégrés, et aussi l'intégrer professionnel. Donc Pascal est parrain pour un restaurant qui va ouvrir avec tous les serveurs porteurs de trisomie 21. C'est le restaurant Le Reflet, comme il y en a à Nantes. Pardon? C'est le restaurant Le Reflet, il y en a à Nantes. Non, c'est dans le sud de la France, à Draguignan. D'accord. Donc on fait souvent. Donc parfois c'est l'un après l'autre, mais on le fait parce qu'on est conscient qu'on fait avancer, qu'on aide les autres. Oui, vous êtes un vrai militant. Et vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de militants dans le secteur, mais c'est beaucoup de militants qui sont représentés par des parents, des amis, etc. C'est le cas d'API, vous êtes vraiment un militant direct. Et est-ce que les pouvoirs publics, notamment le gouvernement belge, vous sollicitent parfois? Alors, le gouvernement, c'est pas simple, mais le roi de Belgique vous interroge parfois sur les politiques du handicap en Belgique. Oui, quand il y a 4 questions en une, là, il ne sait plus le pas recommencer. Donc, c'est trop de questions. Pardon. Alors, la première question, est-ce qu'il a de l'aide? Oui, évidemment, il a de l'aide comme toutes les associations, parce que Pascal et ses parents ont fondé une association qui s'appelle 8e jour, qui loge des personnes pour qu'ils puissent vivre en autonomie. Évidemment, il y a des donateurs. Là, on était la semaine dernière au Lions Club, qui va faire un très grand versement. On est aidé évidemment. Maintenant, le roi Philippe, donc on le connaît depuis très longtemps, quand il était encore prince. La reine Mathilde aussi, les sœurs, les frères, on connaît toute la famille royale. Donc là, il a acheté donc, une grande gravure pour mettre donc à la communauté européenne. On a des aides évidemment, mais c'est toujours insuffisant. Donc il y a toujours plus. Là maintenant, il y a une 6e maison qui va s'ouvrir pour les personnes vieillissantes. Et il y a 20 appartements qu'il faut meubler. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a une écoute surtout sur les propositions qui peuvent être faites pour améliorer l'accompagnement des personnes dans la société? Par exemple, vous avez déjà fait quelque chose de magnifique, ils sont d'ailleurs ravis. Ensuite, nous avons le Lions Club, nous avons à Nice, nous allons à Nice aussi, donc chaque fois ils nous aident financièrement. Donc voilà, mais c'est pour les personnes, pour qu'ils aient toutes leurs aides. Parce que dans cette nouvelle maison, la 6e maison, ils vont y faire aussi un centre de créativité pour qu'ils puissent s'occuper des personnes différentes et âgées, disons. Et aussi donc un physiothérapeute pour les aider à faire des massages et les aider donc à tout point de vue. Donc vraiment, c'est vraiment un très grand exemple pour beaucoup de pays. La France a suivi, le Canada a suivi, le Maroc a suivi, et Pascal et moi nous sommes allés en Égypte. Ils sont occupés à faire aussi une très très grande structure comme une maison de 8e jour. Une dernière question peut-être, mais vous pourrez rebondir dans les échanges. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus d'artistes? Vous avez fait de la publicité, vous avez fait du cinéma. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus d'artistes en situation de handicap dans les films? Je crois connaître la question, mais dans les films exposés, dans les galeries de peinture et autres.
différent des autres, mais parfois je me demande, les jeunes qui viennent, alors tout le monde participe. Qu'est-ce que je fais pour moi, j'ai beaucoup de... Je fais de trop. Je fais de trop pour de activités. Quand on nous demande, Pascal, qu'est-ce que Pascal fait ça? Alors, je fais ça. Alors, évidemment, je dis, ce que disent les autres, il n'y a pas que moi. Il y a un jeune homme là. Alors, c'est très sympa, mais pour eux, tout le monde c'est différent comme moi. Je suis économique. Économique pour l'aider pour les autres. C'est pour ça que je voulais, ma façon, je travaille pour les autres. Vous êtes vraiment engagé. Je vais finir là-dessus. Quand on a des demandes pour faire une chose ou une autre, des fois c'est vraiment du marathon, mais je lui demande parce que je ne décide jamais pour lui. Je lui dis, est-ce que tu veux le faire? Et il dit toujours oui. Je sais que des fois il est fatigué, qu'il n'a pas envie, mais il veut aider, il veut le faire. Et des fois c'est vraiment beaucoup. Là il vient de dire, je fais trop. Il a beaucoup de choses évidemment, mais ça quand il s'agit d'aider, il ne dit jamais non. Voilà, merci. Merci. Monsieur Lézard, votre président du CDS. Oui. Vous avez un message à faire, vous vouliez dire aussi et venir témoigner, je vous laisse le micro. Donc, bonjour à tout le monde, je suis bien content d'être ici, et donc je vais me présenter. Donc Éric Lessin, travailleur en ESAT, les ateliers d'accompagnement. Donc je parle de mon parcours du début. Donc mes parents ont très bien aidé au départ, parce que j'ai aussi, j'étais dans le milieu, comment dirais-je, en IME, dès l'âge de 6 ans. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans du coup. Donc on était aussi dans la région parisienne, dans le département 93, dans Castin. Donc du coup j'étais donc à IME et j'ai fait aussi pratiquement 2 ans d'école normale. Donc la première année j'étais donc le matin et la deuxième année on continue. Et c'était une très bonne expérience. J'ai rencontré aussi, un peu comme tout le monde, des difficultés que j'ai réussi à surmonter, plus ou moins aussi des réussites et des échecs. Et la situation d'aujourd'hui, donc je travaille donc, je suis donc aujourd'hui marié. Et aussi, donc j'ai eu une maison que j'ai fait construire. Et je dois dire que j'ai réussi. Mais il faut reconnaître que mes parents font partie de l'association Olympique de Mayenne. Et aussi l'association FIC à Paris, l'union, l'association. Hein. Et j'ai toujours été intégré aussi pour participer aussi, comme M. Duquesne d'ailleurs, pour faire aussi évoluer les choses, pour que les choses avancent. Je trouve que ça n'avance pas très vite. En fait. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs encore qui passent un peu plus vite. Et il faudrait aussi que le gouvernement, ils font quand même pas mal de choses, mais qui devrait quand même faire évaluer les choses au mieux. Voilà. À vous poser. Vous dites que le gouvernement fait pas mal de choses, mais peut-être pas suffisamment. Est-ce que vous souhaiteriez, si on vous proposait d'aller de temps en temps à Paris, est-ce que vous pensez que vous auriez des idées à proposer au gouvernement pour faire évoluer les choses
autres que celles qui pourraient être portées par vos parents ou par les éducateurs ou par les professionnels? Ben, je pense que ce serait une démarche qui serait intéressante. Voir d'une part le Premier ministre ou le ministre de l'handicap, hein, et aussi comment dirais-je aussi, comment dire, je cherche le nom, je pense vraiment identifié, aussi pour l'handicap, je sais aussi pour les personnes âgées aussi en même temps. Voilà. Le ministère qui s'occupe de ça. Mais ce serait intéressant de débattre avec eux pour pouvoir faire avancer les choses, quoi, en fait. Et dans votre parcours, qui a été le plus aidant? Au-delà de vos parents, est-ce qu'il y a des professionnels qui vous ont plus marqué que d'autres? Est-ce qu'il y a des professionnels qui, au contraire, ont peut-être été, vous ont dit, ça va être, enfin, de quoi faire construire sa maison, etc., ça va être difficile. Est-ce que vous avez rencontré ce type de point de vue? Disons que j'ai été aussi aidé aussi par les professionnels aussi d'une part, et aussi de mon entourage, de mes parents, et aussi ma sœur qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle est aussi dans le domaine immobilier, donc elle m'a bien aidé dans tout ce qui concerne pour la construction de la maison. En fait. Et est-ce que, comme Monsieur Duquesne, vous êtes parfois sollicité par des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient avoir leur maison? Alors, vous pouvez les aider aussi pour se marier, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Mais pour avoir leur maison, je pense que c'est plutôt le marché privé et ça rien fait qu'un. D'accord. Mais pour avoir leur maison, pour aller vivre en appartement, au foyer, etc., ils vous sollicitent, ils vous interrogent parfois? J'ai souvent d'ailleurs des collègues souvent qui viennent me voir pour demander comment faire, comment se renseigner et quelle démarche je peux faire aussi d'ailleurs. D'accord. Et quels ont été les freins que vous avez rencontrés, financiers ou autres, les banques que vous aurez accueillies? Alors justement, j'avais une banque, voilà, je pense que c'est arrivé à pas mal de gens. J'avais une banque, j'étais plus de 31 ans, 32 ans que j'étais chez eux. J'avais commencé à faire des démarches pour faire le crédit en fait. Et j'ai eu l'impression que j'étais. On a l'impression que j'étais pas très motivé pour que je donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'entre-temps, parce qu'en fait, quand j'ai fait construire la maison par le groupe CIL, en fait, c'est un groupe qui est un peu dans le social, en fait, et eux, ils avaient aussi leur propre banque à eux. Donc, entre-temps, j'ai leur banque qui m'ont contacté directement. Donc, moi, j'ai eu le réflexe, justement, d'aller voir la banque et pour pouvoir parler, comment dire, je ne vais pas dire le commercial, le banquier, en fait. Donc j'ai eu une grosse discussion avec lui, et puis entre-temps, avec ma grande question, j'ai eu un refus total. Alors moi je leur ai dit, c'est ça, j'ai fait toutes les démarches avec le banque pour pouvoir que ça se fasse. Et entre-temps, je suis retourné voir la banque en question, et on a fait toutes les démarches, ça s'est fait en 2 mois sans aucun problème, quoi. C'est bien, c'est un beau parcours, et en plus vous êtes le président du CBS de la SAT. Donc engagé dans la vie de l'association. L'association, et puis faire en sorte que moi j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et puis de pouvoir continuer comment dirais-je, à progresser. Et je voudrais que d'autres qui ont un peu moins de chance de pouvoir progresser aussi de leur façon. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Monsieur le maire est dans la salle, est-ce que vous envisagez de vous porter candidat aux prochaines élections? Si on me propose. Vous n'excluez pas. Vous ne savez pas. Madame Tilly, vous souhaitiez également apporter un témoignage sur le parcours de votre enfant. Alors, merci. Alors, je suis désolée parce que je l'ai fait par écrit pour notamment lutter contre l'émotion, on va dire. Je voudrais d'abord juste dire un petit mot pour Catherine Moreau, la présidente d'Autisme Mayenne, et Virginie Laforcade de Coxy Bleu, qui sont pas là. Enfin, Virginie, je crois pas, Catherine, c'est sûr, elle s'excuse. Qui font toutes les deux beaucoup pour l'autisme en Mayenne. Et je sais que c'est aussi une préoccupation de l'API Nord Mayenne, donc voilà, je tenais à souligner toutes les deux leur implication, même si elles ne sont pas avec nous aujourd'hui.
Et sur ma présence aujourd'hui, donc quand j'ai été sollicitée pour parler au cours d'une table ronde sur les talents des personnes en situation de handicap par Catherine, j'avoue que tout d'abord je ne me suis pas sentie concernée par la notion de talent. Enfin quand je dis je ne me suis pas sentie concernée par la situation d'Antoine. Antoine a 21 ans aujourd'hui, c'est un autiste que je qualifierais de ordinaire, c'est-à-dire sans retard mental mais sans pic de connaissance non plus. C'est pas un autiste savant. Il a des grosses difficultés de langage et d'interaction sociale. Mais son talent, comme il le dit lui-même, c'est d'être très fort pour faire le classement alphabétique et numérique et d'avoir une mémoire d'éléphant. Je le cite. Au-delà de cette table ronde, je crois que nous avons ce matin nous posé la question de savoir s'il faut avoir un talent pour être inclus dans la société. Et l'inclusion, c'est vraiment le fil rouge de notre parcours avec Antoine. C'est pour ça que finalement, j'ai accepté de venir témoigner aujourd'hui. Donc Antoine est né dans l'été 98, c'était notre premier enfant. Il est né d'une fratrie de 3 puisqu'il sera rejoint par un frère en 2001 puis une petite sœur en 2005. Je ne vous ferai pas le détail du parcours bien connu d'un certain nombre d'entre vous, parents, pour être pris au sérieux quand on fait part de ses premières inquiétudes, puis pour obtenir un diagnostic, notamment en matière d'autisme. Errance de psychologue en CAMPS, de CAMPS en CMPP, où il a fallu se battre pour obtenir des lettres de recommandation pour aller au centre de ressources autisme à Tours, puisque nous étions à ce moment-là en région centre. Cela nous a pris environ 2 ans pour avoir le rendez-vous. Antoine a reçu un diagnostic d'autisme à 4 ans et demi, ce qui au final n'est pas si mal. À l'âge de 3 ans, donc avant le diagnostic, nous avions inscrit Antoine à l'école de notre village voisin, en précisant à ce moment-là qu'il ne parlait pas et qu'il ne savait même pas donner son propre prénom. Cela n'avait pas semblé poser de problème. À la rentrée, nous le reprécisons à la maîtresse. Mais très vite, celle-ci abonde dans notre sens en disant qu'Antoine a effectivement un souci. Mais nous ne sommes pas encore diagnostiques. La collectivité, l'école, va faire exploser un certain nombre de comportements autistiques chez Antoine dans un premier temps, puisque nous avions conscience d'un retard de langage, mais pas plus que ça à l'époque. Mais l'école, même si elle a fait exploser ces signaux, a sans doute été sa meilleure chance, mais aussi parce que nous sommes tombés sur une institutrice sensationnelle. En mars 2002, la première année de maternelle, un contrat d'intégration scolaire est signé tout de suite, avec l'intervention d'un binôme d'auxiliaires de vie scolaire. À partir de ce moment, Antoine est accompagné à l'école et tout va changer, parce que nous avons la chance d'habiter alors dans le Loir-et-Cher, où existe une association pionnière en termes d'intégration scolaire, qui s'appelle Tandem pour l'école, et c'est le début des emplois jeunes à cette époque-là, et Antoine va pleinement bénéficier de ce dispositif jusqu'à la fin de sa scolarité. Alors quand je dis un binôme d'AVS, il n'y en avait pas deux en même temps, mais c'était des binômes constitués de façon à toujours assurer une présence auprès de l'enfant, même si un des AVS n'était pas là. De nouveau, je vous passe le parcours d'accès aux soins. Quand je dis soins, je veux parler de psychomotricité, d'orthophonie, d'éducation spécialisée et adaptée à l'autisme. Évidemment, comme beaucoup de parents d'enfants autistes de notre génération, nous revendiquons d'être des partenaires de ce parcours, et pas seulement des spectateurs. Et je ne parle pas de psychologue comportementaliste, puisqu'en 2003, c'est presque un gros mot. Alors quand les institutions refusent de faire suivre Antoine de l'orthophonie, parce qu'il n'est pas assez construit psychiquement, je cite, ou qu'en psychomotricité, on le laisse 45 minutes se cacher sous des matelas en mousse, car, je cite toujours, on attend le désir de communiquer, celle-ci est classique, nous claquons la porte et nous décidons de mettre en place un parcours 100% libéral. Avec toutes les conséquences que cela va avoir sur nos parcours professionnels à tous les deux, avec son papa, et la vie de famille. En 2003, nous avons trouvé une orthophoniste en libéral qui va prendre Antoine 2 fois par semaine. Elle nous dit au premier rendez-vous, n'attendez pas un coup de baguette magique. En effet, Antoine a 5 ans et 30 mots à son vocabulaire. Il ne fait quasiment pas de phrases. Cette orthophoniste va suivre Antoine pendant 6 ans. À chaque rentrée scolaire, c'est l'appréhension. Avec une difficulté particulière, nous sommes en regroupement pédagogique et pendant 3 années de suite, Antoine doit changer d'école en CP, CE1 et CE2 qui sont dans 3 villages différents. En CP seulement, Antoine a su nommer 5 de ses camarades. Sans doute parce que pour la première année, les enfants restaient assis tous les jours à la même place, à la différence de la maternelle. Et bizarrement aussi, les 5 premiers portaient tous des lunettes. Cette année-là, il apprend aussi à lire comme ses petits copains, ce qui va aussi beaucoup aider l'acquisition du langage, et c'était synchro avec la prise en charge orthophonique. Mais chaque année, il faut réexpliquer les problèmes d'Antoine. Chaque année, on se demande si l'enseignant a compris qu'Antoine apprend, mais apprend différemment. Il y aura des hauts et des bas, des années plus difficiles que d'autres. Mais en CM2, Antoine partira 1 semaine avec sa classe en Belgique, sans accompagnement spécifique. L'enseignante a décidé de l'emmener comme les autres, sans AVS.
J'insiste aussi sur le fait que grâce à l'association Tandem pour l'école, il existait une vraie relation entre les AVS et les familles, et que les AVS de cette association étaient formés par l'association. Parce qu'on était dans le dispositif Emploi Jeune, et tous les AVS qui sont passés, parce que j'ai été vice-présidente de cette association, sortaient avec une formation qualifiante. Et un grand nombre d'entre eux sont sortis, sans sortir vraiment, puisqu'ils sont passés de l'association à l'éducation nationale en 2006, quand l'éducation nationale a repris le dispositif. Avec d'autres parents d'enfants autistes du Loir-et-Cher, nous avons constitué un collectif et nous avons obtenu début 2009 l'autorisation d'ouvrir un CESA d'autisme qui n'était pas adossé à une structure existante. Très honnêtement, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec une totale naïveté, sans savoir à quelles difficultés nous allions nous fronter. Il a fallu 2 ans, j'ai envie de dire 2 ans seulement, mais nous y sommes arrivés. Je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques heures et des nuits sans sommeil pour un certain nombre de ses parents. Pour Antoine, arrive à ce moment-là l'âge du collège. Si tout nous prouve que nous avons eu raison de nous battre pour maintenir Antoine en milieu ordinaire, il est évident qu'il ne peut pas suivre scolairement en 6e. Nous optons donc pour l'Ulysse Collège. Il fera une première année en Loir-et-Cher, puis toute la famille va me suivre en Mayenne où je suis mutée. Là encore, c'est un gros challenge, car il faut redonner à Antoine tous ses repères. Après 3 ans à Château-Gontier, toujours en Ulysse Collège, Antoine intègre l'Ulysse du lycée professionnel Gaston Lénard à Laval. Je voudrais d'ailleurs saluer l'enseignante, enfin les 2 enseignantes de collège, mais aussi l'enseignante du lycée, Marie Riss, que j'ai vue notamment sur une photo du conseil départemental hier, puisque le Gaston Lénard a été primé pour ses opérations sur le bien vivre ensemble. Donc voilà. Et je sais que Marie Riss est à l'origine de ce dispositif au lycée Gaston Lénard. Donc en Mayenne, Antoine a été suivi par le CESAT de Château-Gontier, avec 2 éducatrices qui vont le prendre en charge et qui nous laissent une vraie place de partenaire. J'avoue qu'on leur a pas trop laissé le choix non plus, mais ça s'est extrêmement bien passé avec, je vais citer, Nathalie Buquier et Vanessa Jubot de l'ADAPL 53. Donc avec elle, nous allons travailler notamment sur le projet professionnel et avec le soutien aussi des enseignants du collège comme du lycée. Antoine va faire des stages de découverte en boulangerie, en cuisine, en atelier de menuiserie, de peinture, de métallerie, en bibliothèque. Et ce, en milieu ordinaire comme en milieu protégé. On a essayé de tout tester. Sans surprise pour nous, il dit clairement son souhait de poursuivre dans le milieu des médiathèques, car, je le cite, c'est le plus silencieux des métiers. Quand on est autiste, on sait ce que ça veut dire. Tout au long des 3 années de lycée, son emploi du temps va s'organiser entre des jours d'école et des jours de stage dans ce milieu, donc les bibliothèques, tout en multipliant les expériences et les types de bibliothèques. Médiathèque publique, en milieu scolaire, bibliothèque départementale de prêt. Il va totaliser presque 1600 heures de formation professionnelle pendant ces 3 ans. Mais malheureusement, il ne peut pas envisager une formation diplômante dans ce domaine qui sont toutes à des niveaux bac P+. L'un de ses maîtres de stage nous encourage clairement dans cette direction en nous disant qu'il faut vendre Antoine comme un salarié rentable. Car ne nous voilons pas la face, dans le milieu ordinaire de travail, c'est le marché du travail qui commande. Antoine a terminé le lycée en juin 2017. Depuis, il a eu 20 ans. L'accompagnement du CESAD a cessé. Antoine est aujourd'hui accompagné par Job Coach, car depuis 1 an, là encore, nous avons voulu privilégier le maintien en milieu ordinaire. En 2019, il a décroché un service civique dans le centre de documentation d'un collège de Château-Gontier pour 6 mois. Depuis juillet, c'est terminé. Cela a été une superbe expérience pour lui, mais je ne vous cache pas que le retour à l'inactivité à la maison n'en est que plus difficile. Pour moi, Antoine est emblématique de la génération inclusion. Je tiens vraiment à ces termes de génération inclusion. De tous ces jeunes qui ont pu aller à l'école ordinaire pour avoir un vrai parcours scolaire, même si les résultats scolaires ne sont pas en adéquation avec le parcours, mais un parcours d'intégration, même adapté. Mais je vous le demande, est-ce que le talent d'être trop fort pour ranger les livres dans le bon ordre et avoir un œil de lynx pour trouver une cote sur une étagère est suffisant pour être inclus dans notre société ? Pour ce témoignage, j'accélère un peu le mouvement. Monsieur Simon, Jean-Luc, est-ce que vous souhaitez éventuellement... Alors, vous avez un parcours, je ne vais peut-être pas le raconter complètement, je vais vous laisser le raconter plutôt, ça sera mieux, vous connaissez mieux que moi. Mais je peux pas. Si je raconte tout mon parcours, bonjour tout d'abord, et merci de cette invitation à intervenir dans ce débat.
Si je dois parler de mon parcours, moi, qu'est-ce que je peux dire pour le résumer? Je dirais, c'est souvent comme ça que je me présente, je suis un professionnel du handicap qui un jour a été licencié pour cause de handicap. Voilà. Donc ça pose la question, on voit bien que vivre avec les personnes en situation de handicap, et surtout travailler avec elles, échanger dans le quotidien, ça semble compliqué, je dirais même au plus haut niveau, hein, puisque depuis ce jour-là, j'ai pris conscience en me réveillant à l'hôpital, tout de suite, pratiquement, ma première réflexion était de me dire, mais nous, les professionnels du handicap, on se bourre complètement sur ce qu'on croit être l'attente des personnes donc, auprès desquelles on intervient. Ce que je découvrais était à l'opposé, pas tout à fait l'opposé, mais en tout cas totalement différent de ce qu'on m'avait appris en tant que professionnel pour accompagner les personnes en situation de handicap. Donc j'ai découvert que finalement nos représentations collectives sur la condition de vie des personnes qui fonctionnent autrement, hein, je dis souvent maintenant les personnes autrement capables, hein, pour essayer de mettre le focus sur ce qui existe, ce qui est la capacité, parce que le terme handicap finalement ne résume nos personnes qu'à nos défaillances. Hein, c'est comme si je vous appelais vous, ou je pointais les personnes qui avaient des lunettes, et puis je disais tiens, il y a les lunettés d'un côté et les pas lunettés de l'autre. C'est une caractéristique, on s'attache à une caractéristique. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je les ai comprendre. Donc, de fil en aiguille, mon parcours, il a été, puisque j'étais licencié et que j'ai été pensionné, ça a été de prendre des études universitaires pour essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait et pourquoi notre société fonctionnait aussi mal avec les personnes qui présentaient des capacités quelque peu différentes. Donc ce parcours-là a commencé en 83, donc il y a maintenant plus de 35 ans, m'amène aujourd'hui à être un militant de plusieurs associations, parce que les militants sont denrées de plus en plus rares, et que quand on trouve quelqu'un qui veut bien consacrer 100%, voire 200% de son temps à développer l'association, à essayer de faire diffuser des idées, favoriser des contacts entre les personnes, et favoriser ce que j'entends aujourd'hui, hein, ça a été bien la conclusion c'est ce qu'on pourrait mettre un peu en conclusion de cet atelier, non pas en conclusion, mais en point d'orgue, c'est le réflexe solidaire finalement. Pascal Duquesne, sa préoccupation, c'est que son expérience profite à d'autres, qu'il puisse soutenir d'autres personnes qui connaissent la même condition que lui et qui sont mis de côté pour les mêmes raisons. Et donc, donner un peu de force et de courage à ceux qui rencontrent les mêmes conditions, c'est le parcours de Pascal, c'est aussi le parcours de Eric, qui lui, à travers le CVS, continue à faire ça et à répondre aux personnes qui finalement lui demandent comment t'as fait toi, est-ce que je pourrais faire moi de la même façon. C'est ce que développent toutes les organisations qui développent le soutien par les pairs. C'est quelque chose c'est une dynamique qui vient d'être reconnue à travers le rapport Pisto il y a déjà 2 ans et qui commence à se mettre en place au niveau de l'administration. L'administration a du mal à comprendre un petit peu ce dont il s'agit exactement. Je crois que les mieux placés, et c'est évident que ce sont les personnes elles-mêmes concernées, qu'elles soient des personnes en situation de handicap ou comme madame des parents, qui racontent son histoire et qui racontent aussi l'histoire d'une bagarre et qui, je suppose, souhaite partager son témoignage et son expérience avec d'autres parents qui sont confrontés aux mêmes situations. C'est aussi du soutien mutuel. Et je pense que le premier des talents, c'est celui-là, c'est ce talent à pouvoir mettre à disposition de la collectivité, des autres qui rencontrent les mêmes situations, l'expérience et les talents que nous avons pu découvrir, les solutions que nous avons découvertes dans notre inclusion pour avancer notre participation dans la vie active. Ces solutions-là, on va les transmettre à d'autres. Parce que c'est essentiel être inclus dans la société avec une déficience, avec une réduction de capacité, comme j'aime dire, hein, parce que le terme handicap est quelque chose moi, que j'essaye de tenir un peu loin de moi, parce qu'il est trop confus et trop chargé négativement. Donc on va parler simplement, on va essayer d'avoir une approche capacitaire. Hein. C'est une approche qui est de dire, mais on va d'abord identifier les capacités des personnes avant de se fixer sur ce qui leur manque, c'est-à-dire leur handicap. Évidemment, c'est ce que vous voyez, mes capacités aujourd'hui, vous commencez à les découvrir peut-être un petit peu autrement. Vous avez bien vu tout de suite que je ne pouvais pas marcher, et là vous êtes en train de découvrir que finalement j'ai peut-être d'autres capacités, et j'en suis très content. Et c'est une façon de le faire, c'est une opportunité qui m'est donnée de le faire. Et c'est une opportunité qui est donnée à le faire à tous les acteurs qui sont ici aujourd'hui présents sur scène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'occasion de montrer que finalement,
nous avons des talents, que chacun est chargé de talent, même la personne qu'on croit la plus incapable possible parce que murée dans un autisme ou dans des polyhandicaps qui lui empêchent quelque expression que ce soit, ou en tout cas des expressions que nous, de l'extérieur, ne comprenons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas, la déficience, ce serait plutôt du côté, de notre côté, à nous, c'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé les moyens de comprendre cette personne-là, nous n'avons pas son langage, nous n'avons pas réussi à décoder ses signes. C'est comme quand on est face à une personne sourde qui s'exprime en langage des signes, on ne comprend pas, on n'arrive pas à décoder, mais pas parce que la personne ne peut pas parler, simplement parce que nous ne savons pas décoder ces signaux. Donc l'incapacité, elle n'est pas forcément du côté où on le croit. Donc ça invite d'abord à la modestie. Et je crois que vraiment le premier talent de vous, messieurs, et de vous, madame, c'est effectivement d'être dans une dynamique qui offre votre expérience à d'autres et qui permette à la collectivité, à l'ensemble, à nous tous, d'avancer un peu plus loin et finalement de rompre des barrières dont vous avez démontré qu'elles étaient uniquement d'abord dans vos têtes. Alors je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'autre, il faut m'arrêter ou me dévier. On a quasiment rattrapé le retard. Si vous voulez rajouter 2-3 mots, c'est vous qui avez le moins parlé pour le moment. J'essaie d'équilibrer le temps de parole de tout le monde. 2 ou 3 mots, je me sens à peine légitime, moi, pour parler ici. Je veux dire, je suis un observateur. Je peux rapporter un peu de toutes les réflexions et les recherches qu'on a menées depuis longtemps, et sur la scène nationale et sur la scène internationale. C'est un secteur passionnant. Moi, la première chose que je me suis dit quand on m'a appris ma déficience en 83, j'étais dans une dynamique de formation pour être élève infirmier, pour être infirmier psychiatrique. Donc je venais d'apprendre tout ce qui était question de handicap psychiatrique, surtout de maladies, de prise en charge. J'avais fait des stages dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux. Donc finalement, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital un jour, réveillé d'un coma de 15 jours, et je me suis cru, je me dis, j'ai vraiment basculé d'un côté à l'autre, du soignant au soigné, tout d'un coup. Ça a été assez brutal. Mais la première chose que je me suis dit, mais finalement, peut-être l'opportunité, c'est ça, c'est-à-dire de mettre parce que la première chose qui m'est apparue, c'est de me dire, mais nous, effectivement, on ne sait rien sur la situation que je suis en train de découvrir. Et que tout ce qu'on m'avait appris était à côté de la plaque. Ça n'est pas vraiment ne pointait pas la réalité. Et donc, depuis ce temps-là, je cherche simplement à essayer de faire rejoindre ces deux rives entre ce qu'on appelle le monde handicapé et le monde valide. Et pour moi, je dirais qu'il n'y a qu'un monde qu'on doit continuer à habiter ensemble. Et il n'y a que des êtres humains. Il n'y a pas les handicapés et les valides. Il n'y a que des êtres humains qui sont chargés tous de capacités toutes différentes. Voilà. Mais nous avons tous une égale valeur, quelles que soient nos capacités. Et je crois que c'est une approche, c'est en tout cas l'approche que j'ai construite au bout de toutes ces années, au bout de 35 ans de militance. Je me dis que finalement, il n'y a pas les handicapés et les valides, c'est quelque chose que j'exècre maintenant de plus en plus. Il n'y a pas de groupe, nous sommes tous ensemble, avec des capacités différentes et avec des talents différents. Et ces talents-là, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, parce que dans la vie courante, quand je vois les difficultés énormes que j'ai parfois à surmonter des barrières dans la vie quotidienne avec ma petite paraplégie, parce que je vous promets que se balader en fauteuil roulant, c'est compliqué, c'est difficile, c'est rageant, et c'est toute une galère parfois, mais par rapport à beaucoup d'autres situations de handicap, c'est pipi de chat, c'est pour vraiment avoir une expression courante, c'est rien du tout. Mais quand je vois les difficultés que j'ai avec mon petit rien du tout, je me dis, mais comment font ceux qui ont des difficultés d'expression, de langage, qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas forcément l'âge, l'expérience et les capacités d'expression pour pouvoir se défendre dans la vie, parce que se défendre dans la vie, mais c'est la concurrence, elle est de plus en plus partout. Moi, je tire mon expérience surtout des transports parisiens. Alors, les transports parisiens, la concurrence, c'est en permanence. Et dans un monde de concurrence, nous sommes foutus. C'est-à-dire que nous ne sommes pas foutus, mais nous sommes complètement à côté. La concurrence, nous ne pouvons pas survivre dans un monde de concurrence parce que nous n'avons pas les capacités d'être dans ce champ de la concurrence. Nous avons par contre des talents pour être dans un monde de solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, nous savons comment la mettre en route et nous savons que la solidarité est notre seul espoir.
et que c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi globalement pour la société tout entière. Peut-être juste sur la difficulté de dire non à quelqu'un qui vous veut du bien. Ah, mais ça, c'est plus difficile. C'est le plus compliqué Mais ma plus grande difficulté aujourd'hui, après avoir traversé des exemples et des exemples, je pourrais en écrire des chapitres. Alors là, rapidement, sans arrêt. Rapidement, ma plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de me séparer de l'aide d'autrui. C'est-à-dire mon pire ennemi, c'est celui qui me veut du bien. Alors c'est un petit peu compliqué dit comme ça, c'est très abrupt, mais je le dis abrupt parce que j'ai pas beaucoup de temps. Parce que celui qui me veut du bien, les gens qui m'entourent souvent veulent m'aider. C'est vrai. On me propose de l'aide sans arrêt. Ma plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de refuser l'aide dont je sens qu'elle va m'être apportée, mais elle ne correspond pas à mon besoin, et elle va m'être apportée d'une façon si déplacée qu'elle va plutôt m'embêter que de m'arranger. C'est-à-dire que la personne veut m'aider, elle prend mon fauteuil et elle m'emmène là-bas. Et moi, je veux aller là-bas, puis je vais y aller tout seul. C'est pas parce que je suis devant deux marches que je veux les passer. Je suis peut-être uniquement là pour regarder le paysage. Ici, la personne ne me demande pas, elle va croire quelque chose, et puis ma déficience, ma situation provoque de l'émotion, elle veut faire quelque chose pour essayer de faire quelque chose, parce qu'on se sent tous démunis face à des situations comme ça. Si je me casse la figure et je suis par terre, les gens vont se précipiter pour essayer de m'aider. Et la première chose que je fais, c'est stop, ne faites rien s'il vous plaît, laissez-moi faire, on va y aller calmement, on va prendre ça étape par étape. Moi, je connais la situation. Si je laisse les gens me prendre un peu n'importe comment, ils vont me tordre le bras, ils vont m'abîmer plus qu'autre chose. Donc, il faut que je me protège. Et pour me protéger, il faut que je lutte contre celui qui me veut du bien. Mais je préférerais qu'on me veuille du mal, parce que ça serait plus facile de me défendre face à quelqu'un qui me veut du mal que face à quelqu'un qui me veut du bien. Comment je fais pour m'en séparer de lui? Je ne peux pas l'engueuler, parce que tout à l'heure, si j'ai besoin de lui, je vais avoir besoin de lui. Donc, je ne peux pas me fâcher avec lui. Donc ça me demande là aussi beaucoup de talent, parce qu'il faut être très diplomate, il faut d'abord rassurer la personne. Donc ça demande des capacités de communication. Comment font ceux qui n'ont pas forcément toutes ces capacités de communication pour calmer la situation et pour pouvoir rendre la situation vivable par tout le monde, tolérable par celui qui veut m'aider, et puis que je puisse aller là où je veux aller, et donc que je ne sois pas prisonnier de l'assistance qu'on voudrait m'apporter. Et c'est vraiment une situation terrible. Se séparer de l'aide de quelqu'un qui vous veut du bien, c'est vraiment très très compliqué. C'est un art majeur, je dirais, dans la communication. Monsieur Hussin, je vous voyais au pied du chef, vous êtes aussi confronté parfois à cette difficulté de dire non aux gens qui vous veulent du bien? Donc, moi, j'ai pas forcément besoin tout le temps de quelqu'un qui me donne un coup de main. Je pense que quand j'ai besoin, je demande. Si je ne demande pas, c'est que je ne suis pas descendre. Donc, je pense qu'il faut monsieur. Je pense qu'il faut qu'on ait complètement un regard complètement différent de handicap. Parce qu'on a trop tendance à se dire que sous prétexte qu'une personne a un handicap, on va aller vers lui, il faut demander comment il va, alors qu'il n'a pas besoin du tout, en fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la société, même envers les jeunes qui sont au lycée ou autres, leur apprendre que l'handicap aujourd'hui, il faut le voir complètement différent. Et je rejoins monsieur aussi, c'est que la société aujourd'hui, qu'on soit handicapé ou non, on est tous des êtres humains et il faudrait qu'on change complètement le regard sur ce côté-là. Et je pense qu'on n'avance pas bien, je pense. Voilà, c'est mon point de vue. Sur le même sujet, là je m'adresse aux parents. Alors j'aurais envie de parler de l'habitat inclusif, j'aurais envie de parler du militantisme, mais bon, je vais finir juste sur ce sujet-là. Pendant le service civique d'Antoine, il a eu à faire des stages obligatoires d'une journée, il y avait plusieurs thématiques possibles, et l'éducatrice de Job Coach m'appelle et me dit voilà, dans le calendrier des formations, ce qui pourrait intéresser Antoine, on a une formation sur l'environnement et on a une formation avec découverte du théâtre dans le cadre de la culture, sur le théâtre de Laval, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je commence à réfléchir, on est au téléphone et je lui dis ouais, l'environnement, ça va lui parler, etc. Le théâtre aussi, hein, mais je sais pas trop, c'est quand les dates, parce qu'il faut caler ça dans les emplois du temps. Et d'un seul coup, l'éducatrice, elle me dit Madame Tilly, on pourrait peut-être lui demander. Ah, je me suis trouvée bête, j'ai eu un moment de silence et puis je lui ai dit bah oui, vous avez raison, demandez-lui ce qu'il préfère. Et j'aurais sûrement donné la mauvaise réponse parce que quand elle lui a parlé du théâtre, il y avait eu une mauvaise expérience une fois.
je ne sais pas pourquoi, mais et il a dit non d'emblée de jeu. Donc si on l'avait envoyé faire ça, finalement... et donc nous les parents, c'est là le message, on a tellement l'habitude, et surtout dans l'autisme, j'ai envie de dire, de tout leur prémâcher, de tout les protéger, les mettre dans un cocon, prévoir le plan A, le plan B, le plan C, au cas où, parce qu'il ne saura pas... on croit qu'il ne saura pas décider tout seul. Et qu'on oublie, voilà, exactement. On oublie finalement de leur demander ce qu'ils veulent vraiment. Voilà. Merci. Pour rebondir ce que Eric vient de dire, on ne forme pas les personnes à formuler de l'aide. Mais ça, c'est terrible. On forme les professionnels à analyser des besoins, à proposer une aide ou à avoir les bons gestes, mais on n'a jamais pensé qu'on devait former la personne à demander de l'aide, à analyser ses besoins, à identifier ses besoins et à formuler une demande d'aide claire, parce que la meilleure façon de trouver de l'assistance, c'est de pouvoir formuler des demandes claires et précises. Mais qui sait le faire? Quand est-ce que dans notre éducation avons-nous appris à demander? On n'apprend pas à demander dans l'éducation. On ne demande pas, on fait par soi-même. Ça, c'est ce qu'on entend dans notre éducation. Mais quand on ne peut plus faire soi-même, il faut bien apprendre à demander. Et on voit bien, avec le vieillissement de la population, moi je me bagarre contre mes parents qui ne savent pas du tout analyser leurs besoins et savoir formuler des demandes parce qu'ils n'ont jamais appris à être dans la dépendance, parce que c'est pour nous quelque chose d'inimaginable. Et si on veut être pragmatique, il faut pourtant avancer dans cette direction-là. Il n'y a pas de... Regardez, les personnes ici présentes prouvent que finalement vivre avec une déficience, c'est possible. C'est possible dans un cadre bienveillant. Très court, je m'adresse à vous tous. Depuis que j'accompagne Pascal depuis 11-12 ans, j'ai énormément appris. La patience, l'écoute de l'autre. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui vivent dans ce monde, disons entre guillemets, il y a une formidable équipe de solidarité. Et que ce soit les personnes en situation de handicap, ou les parents, ou la famille, ou l'entourage, ou les associations, je vous compare comme des guerriers munis d'un bélier qui enfonce les portes qui essaie d'enfoncer les portes d'un château. Et tout doucement, vous allez arriver. On a déjà fait un long parcours déjà depuis l'histoire du film de Pascal. Ça a été un des départs déjà. Il y a Les Intouchables, etc. Et nous avons été invités l'année dernière chez Madame Sophie Cluzel, que vous connaissez tous, pour un déjeuner, pour discuter donc pendant 2 heures ce que Pascal voudrait faire pour les autres. Elle a marqué, elle a dit ça, nous sommes occupés, donc il y a une avance, il y a un désir de continuer, et c'est grâce à vous, bravo. Merci. Non. Bon, je vais laisser M. Pavot peut-être faire une présentation rapide de ces quelques dessins. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Si. Ça y est. Ouais, non. C'est bon. Ça y est, ça fonctionne. Okay. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je fais vite, je sais qu'on est passé. Mais quand même 2 mots, juste me présenter. Voilà, donc je suis Pavot, je suis dessinateur, je suis aussi éducateur. J'ai travaillé 20 ans en protection de l'enfance avant d'être dessinateur à plein temps aujourd'hui. Et donc on m'a demandé d'illustrer les débats. Donc voilà, je voudrais remercier quand même rapidement l'API Nord-Mayenne pour son accueil. Et puis les intervenants pour la très bonne qualité de leur intervention, parce que moi je suis handicapé, j'aurais aimé avoir le temps de faire 50 dessins, mais j'ai eu le temps d'en faire que 5. Donc je branche mon truc et je vous montre ça. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Alors le premier dessin, oui, on a commencé par une petite scénette qui nous parlait de politique, et puis j'ai adoré l'intervention de M. Simon. Malheureusement, comme il intervient à la fin, j'ai pas eu le temps de beaucoup dessiner de choses sur ce qu'il nous disait, mais j'ai beaucoup aimé quand il parle de comment survivre dans un monde de concurrence. Comment j'ai fait ça? Si les chômeurs sont responsables de leur chômage, j'imagine que ces gens-là, personnes en situation de handicap, doivent être pour quelque chose aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'imaginais ce qu'aurait pu dire Antoine dont nous parlait sa maman à propos de son talent.
a quand même une star parmi nous aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer déjà hier soir à l'hôtel, mais puisqu'on a une star parmi nous, alors, il a eu droit à 2 dessins, lui, Pascal Piquet. Et puis donc un deuxième, parce que quand même, il faut qu'il cumule un peu en termes de handicap. Et puis un dernier, pour vous amuser un peu, vous détendre, un petit quiz, un petit jeu. Alors je vous laisse découvrir. Vous l'avez ou pas? Un indice pour ceux qui l'ont pas, c'est pas celui qui a le plus de talent dans la bande. Allez, voilà, merci, c'est tout pour moi. À tout à l'heure. Merci. Pour tenir le timing, tout en étant dans la participation des personnes, puisque ça fait partie des sujets, 5 minutes de questions à la salle. S'il y en a. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires par rapport aux différents témoignages? Oui. Alors attendez, on va vous donner un micro, je pense. Ça sera mieux pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonjour. Ce que le monsieur en fauteuil a témoigné tout à l'heure, il faut vraiment que les gens nous regardent d'un autre œil. Parce que rien que le fait d'entendre le mot handicapé, pour nous, c'est considéré comme une insulte. Je peux pas dire mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi, peut-être. C'est pas de problème. Vous savez, le papy de Pascal, il dit moi je n'ai pas le mot handicapé. Pascal dit aussi je suis trisomique ou différent. On est tous différents de toute façon. La personne qui porte des lunettes par rapport à la personne qui n'en porte pas est aussi soi-disant handicapée. Vous savez qu'il y a 80% des personnes en France qui sont en situation de handicap visible ou non visible. Ce qui veut dire pratiquement tout le monde. Donc voilà, le mot handicapé, il ne faut plus le dire. Il faut plus le dire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À ce moment-là, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de situation de handicap. Salut handicapé, comment ça va? Ben oui, on ne sait pas. Peut-être que c'est vrai. Donc il ne faut pas. Il faut arrêter de dire ça. Alors que le terme handicap, enfin, si on fait d'étymologie, est initialement intéressant. Son utilisation pour définir ce qu'est le handicap, son utilisation en France est largement. On le vise pratiquement pour tout. Hein. À chaque fois qu'il y a un petit truc, on dit handicap. C'est pour ça que j'ai supprimé ce terme-là de mon dictionnaire, ce qui n'est pas facile dans mes activités, hein, puisque c'est mon activité. Je suis président de différentes associations des personnes handicapées. Donc, déjà, il va falloir que nous changions, nous, de notre propre façon de nous désigner. Mais finalement, on a beaucoup cherché, parlé sur la question, et encore dans un débat dernièrement, sur le sens du terme handicap, puisque c'était apparu dans le débat. Moi, la seule chose que je retiens du terme handicap, c'est son origine. À l'origine, le terme, c'est la main dans le chapeau. Et la main dans le chapeau, c'est le poids qui est mis sur les meilleurs chevaux pour les ralentir, pour qu'ils puissent attendre les autres. Nous sommes donc, nous les personnes handicapées, des meilleurs chevaux sur lesquels qu'on a chargé un peu pour qu'on n'aille pas trop vite pour pouvoir vous attendre. Donc c'est le sentiment qu'il faut que nous ayons nous-mêmes. Nous sommes les meilleurs et nous avons plus de difficultés parce que sinon on irait trop vite. Mais en dehors de ça, soyons simplement des êtres humains avec nos capacités et nos originalités et tous nos talents. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors je ne vois pas trop avec les lumières. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais rebondir par rapport au mot différence, parce que souvent nous, citoyens normaux, on dit des gens différents. Et je me suis aperçu que Pascal, quand il a parlé tout à l'heure, il a dit « moi qui suis différent aussi des autres handicapés ». Et je trouvais que ce mot, il existe partout quand même, quoi. Parce que nous sommes tous différents. Et nous sommes tous, enfin,
enfin, si je peux me permettre, à des moments de la vie différents en situation de handicap. Et moi je dirais surtout que nous sommes tous semblables. Il n'y a pas de différence. Acter sur la différence, c'est aussi dire oui, mais moi je suis différent de lui. Quand même pas moi. Mais qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qui est semblable? Ce qui est semblable, c'est notre humanité et notre valeur. Notre humanité et nos valeurs sont la même, quelle que soit notre forme, je dirais. La forme n'a pas d'importance, c'est simplement la façon dont nous nous déplaçons, dont nous comprenons, dont nous apportons, dont nous apprenons, dont nous voyons, dont nous déplaçons. Mais ce ne sont que des façons de faire différentes. C'est pour ça que finalement nous sommes d'abord des personnes autrement capables que des personnes handicapées. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Le temps est complet.